À 7h42 du matin, le 17 août 1943, le sergent technicien James McKenna se tenait accroupi sous l'aile gauche d'un Lightning P-38 sur la piste de Dobodura, en Nouvelle-Guinée. Il observait son pilote, le lieutenant Robert Eve, 23 ans, si sorti de combat, aucune victoire, se préparer pour une mission dont il doutait qu'il revienne indemne. Ce jour-là, l'opposition avait dépêché 18 chasseurs Mitsubishi A6M0 pour couper la route à la patrouille du matin. Et allait foncer droit dans leur axe. McKenna entretenait des P-38 depuis 8 mois, il en connaissait chaque câble et chaque vis, bimoteur, double poutre, rapide en ligne droite, monstrueux en altitude. Reste qu'un défaut coûtait la vie à des aviateurs américains jour après jour, à basse vitesse, l'appareil ne suivait pas en virage face au zéro, plus léger et plus nerveux. Là où l'adversaire bouclait un tour à plat, le Lightning mettait presque 2 fois plus de temps en écart qui, en combat, se payait cash. La doctrine était martelée, avec un zéro, ne pas tourner. Miser sur la vitesse et l'altitude, plonger, tirer, remonter, frapper et s'éloigner. Et avait appliqué ces consignes à 5 reprises sans résultat. Les pilotes adverses étaient malins, ils provoquaient l'erreur, glissaient à l'intérieur du rayon de virage, prenaient la position arrière et neutralisaient la cible. En 6 semaines, la 5e Air Force avait perdu 37 P-38. La plupart avaient été touchés après s'être retrouvés piégés dans des engagements tournoyants impossibles à quitter. McKenna en avait vu trop disparaître des types bien, souvent à peine sortis de l'école. Ils montaient confiants à bord et revenaient en caisse, ou ne revenaient pas. Les manuels parlaient d'erreurs de pilotage, les instructeurs de doctrine non respectée. McKenna, lui, voyait une autre cause. Le nœud du problème, c'étaient les câbles de commande. Sur le P-38, ceux des ailerons couraient dans les 2 poutres vers l'empennage, puis revenaient par des poulies vers les gouvernes d'ailes. Le circuit gardait un léger jeu, à peine 3/8 de pouce à pleine déflexion, mais suffisant pour créer un temps mort entre le geste sur le manche et la réponse de l'aileron. À grande vitesse, on ne le sentait pas. À basse vitesse, en virage appuyé, cette fraction de seconde décidait si l'on pouvait rentrer à l'intérieur de la courbe d'un zéro, ou se retrouver poursuivi. McKenna avait signalé le point à l'officier ingénieur 2 mois plus tôt. Réponse, tension dans les tolérances, rien n'a changé. Les marges de l'usine autorisaient ce jeu, retouché reviendrait à sortir du cadre. Et sur le terrain, personne n'était habilité à modifier un système de commande sans feu vert du constructeur, à plusieurs milliers de kilomètres. Alors McKenna prit sur lui, en dehors des règles de maintenance. Il récupéra un tronçon de corde à piano sur un appareil endommagé, le coupa à environ 6 pouces, le plia en forme de Z et l'installa comme tendeur en ligne sur le câble d'aileron gauche du Lightning de Hay. 8 minutes de travail, une précontrainte d'environ 0,4 livres ajoutées, et le jeu disparut. Personne ne remarqua rien, ce matin-là, les contrôles s'attardaient sur les huiles et les munitions, pas sur la tension des câbles. McKenna ne dit pas un mot. Il regarda et roulait jusqu'au départ, décollait, puis le P-38 s'effaçait vers le ciel du matin. Ce qui se produisit dans les 17 minutes suivantes allait changer la façon de piloter des Lightning dans tout le théâtre du Pacifique. Le premier pilote que McKenna avait perdu face à un zéro s'appelait le lieutenant David Chen. Le 9 juillet 1943, 3 semaines à peine après son arrivée en unité, Chen confiait son appareil tous les matins à McKenna. Il parlait de la Californie, Chen venait de Sacramento, McKenna de Long Beach et de voitures qu'il bichonnait avant la guerre. Ce jour-là, décollage à 6h15 pour une patrouille, retour 2 heures plus tard, 3 impacts serrés dans la poutre gauche, et ce récit d'un zéro ayant réussi à rentrer dans son virage. Chen expliqua avoir tenté de se dégager et de plonger, comme au manuel, mais avoir senti l'avion répondre avec un délai, comme ralenti entre le geste et le roulis réel. Il avait frôlé la catastrophe, seul l'ailier l'avait sauvé en repoussant l'adversaire. Les impacts, groupés, trahissaient une anticipation parfaite, l'ennemi avait mené sa cible comme s'il savait exactement où l'avion serait plausible seulement si le Lightning avait mis un tout petit temps à obéir. L'appareil partit en réparation et Chen disparut des radars de McKenna. 3 semaines plus tard, la nouvelle tomba, Chen avait été perdu au-dessus de Rabaul, aux prises dans un tournoyant dont il n'avait pu s'extirper assez vite. Le second cas fut le capitaine William Morrison, chef de patrouille aguerri, 11 appareils adverses neutralisés, fin connaisseur du P-38 et de ses limites. Le 3 août, son élément accrocha 8-0 au-dessus de la baie d'Oro, vers 12 000 pieds. Une première passe victorieuse, puis un repositionnement, 2 adversaires renversèrent sur lui. À la radio, on l'entendit tenter un renversement sur le dos pour s'échapper, tout en signalant des commandes molles.
Les appareils adverses restèrent accrochés à sa trajectoire et le frappèrent vers 4000 pieds. Son ailier décrivit un avion qui ne répondait pas assez vite, comme s'il fallait lutter contre la commande. Morrison ne s'en sortit pas. Rodriguez, son chef d'équipe ami de McKenna, Texan, jura qu'un souci se cachait quelque part. Tout fut passé en revue après récupération, moteur, réglage des surfaces, tension des câbles conforme partout. Rapport officiel, erreur de pilotage. Rodriguez n'y crut pas, McKenna non plus. À la mi-août, McKenna comptait déjà 17 disparus. Certains proches, d'autres croisés seulement au moment des contrôles avant mise en route, mais il avait travaillé sur tous leurs appareils, signé les carnets, les avait vus rouler puis s'envoler. Une partie revenait, l'autre non. Et ceux qui rentraient racontaient le même ressenti, en manœuvre soutenue, le P-38 répondait avec une légère latence. Beaucoup pensaient que c'était le caractère de l'avion, chasseur lourd, grande surface. McKenna savait que non. Ses mains l'avaient senti en tendant les câbles, ce minuscule jeu dans le circuit. Il avait commencé à écouter leur son, ce twang grave quand on pince une commande. D'une oreille, il distinguait un câble un peu lâche d'un câble bien tendu et quasiment tous sonnaient trop bas, certes dans les tolérances, mais trop mou. Un soir, après la perte de Morrison, il en parla à Rodriguez. Officiellement, rien. Officieusement, il existe un moyen, mais il nous mettrait tous les deux au conseil de discipline, dit-il. Le souci n'était pas l'ignorance des pilotes, ils connaissaient la procédure, répétée avant chaque vol. Le problème, c'est que le réel ne se pliait pas au plan. Le lieutenant Robert est, en Nouvelle-Guinée depuis 2 mois, 23 ans, gamin de ferme de l'Iowa, avait volé 6 fois sans inscrire la moindre victoire, non par manque de talent, mais parce qu'en respectant les règles à la lettre, il ne trouvait jamais l'ouverture. Lors de sa 3e mission, il avait plongé depuis le haut, approché à environ 400 000 à l'heure, soleil dans le dos, visée prise. Le zéro avait claqué à gauche et piqué, et avait tenté de suivre et avait eu l'impression de manœuvrer dans de la boue. Quand son nez pointa enfin au bon endroit, la cible n'y était plus. La 4e sortie fut pire. Avec son ailier, il surprit 2 appareils adverses vers 15 000 pieds, première rafale manquée, renversement brutal à droite de l'ennemi, puis alerte radio, 2 autres arrivaient du haut. Et tenta de se remettre à plat et de plonger pour décrocher, l'avion réagit, mais trop lentement, juste ce qu'il fallait pour que l'un des attaquants place une courte rafale dans la poutre droite. Les projectiles n'entrèrent pas, mais la frayeur fut telle qu'il quitta le combat, moteur fumant. À la 5e mission, et vit son ailier disparaître. C'était le lieutenant Thomas Parker, 21 ans, de Boston, son camarade d'instruction. Le 14 août, Parker se retrouva isolé pendant un mêlée au-dessus de Finchafen. 2 adversaires se collèrent derrière lui. Il tenta tout, roulis franc, renversement, ciseaux. Ils restèrent au contact à chaque manœuvre. Et entendit sa voix paniquée à la radio, l'avion ne tournait pas assez vite. Des détonations, un cri puis plus rien. Cette nuit-là, presque personne ne dormit dans l'escadron. Le lit de Parker resta vide, ses effets furent rangés et expédiés. Son P-38 fut classé, perte au combat, le carnet de maintenance ne notait aucun souci mécanique. La conclusion officielle parla des « erreurs de manœuvre défensive ». Ce matin-là, pourtant, McKenna avait préparé l'appareil de Parker de bout en bout, calage moteur impeccable, alignement des gouvernes au cordeau, tension des câbles dans les normes. L'avion était sain. Parker, lui, ne rentra pas. Et McKenna savait d'où venait la faille. Cette minuscule latence dans les commandes, cette once de jeu que le manuel jugeait acceptable, avait coûté la vie à Parker, comme elle l'avait fait pour Morrison, Chen et 14 autres. Le pire, c'était l'odeur. Chaque aube, en zone de maintenance, les effluves de carburant aviation, de métal chauffé et de fluide hydraulique prenaient la gorge. C'était l'odeur des appareils prêts à partir. Certains reviendraient, d'autres non. Et le lendemain, McKenna serait encore là, respirant la même odeur, révisant d'autres machines, regardant d'autres pilotes marcher vers des avions qui ne répondraient pas assez vite pour les protéger. Le soir du 16 août, il poussa la porte de l'atelier et trouva McKenna penché sur son Lightning. Il demanda s'il existait le moindre moyen d'accélérer le roulis. N'importe lequel. Réglementaire ou pas, il s'en moquait, il voulait une chance de plus. McKenna croisa son regard et il eut la peur, l'épuisement, la lucidité d'un gamin conscient que, sans changement, il n'aurait bientôt plus de demain. Il lui dit de revenir au matin. Il verrait ce qu'il pouvait faire. Cette nuit-là, McKenna travailla seul.
Après 23 heures, le hangar s'était vidé. Ne restait que le grondement lointain des groupes électrogènes et le bourdonnement des insectes contre les néons. L'air avait cette odeur d'huile et d'humidité tropicale. Il déposa la trappe d'inspection de la poutre gauche du Lightning II. La tôle gardait la tiédeur du jour. À l'intérieur, le câble d'aileron serpentait au travers d'une enfilade de poulies vers l'empennage. McKenna saisit le câble à deux mains. Il sentit le jeu. Peut-être 3/8 de pouce avant que la tension ne prenne. Les paumes grasses, les doigts endoloris par une journée entière de mécanique, il percevait très nettement ce flottement. C'était anormal. Il en était sûr. La corde à piano venait d'un Lightning ferraillé 2 semaines plus tôt après une sortie de piste. L'avion était parti à la casse, mais McKenna en avait sauvé quelques pièces, dont un tronçon d'environ 6 pouces de corde à piano à haute résistance provenant du système de trim de direction. Il l'avait gardé dans sa trousse sans raison précise. Il venait d'en trouver l'usage. Assis par terre, il prit la pince et plia le fil en forme de Z. La matière était raide, résistait. 2 fois la pince glissa, à la seconde, il se tailla le pouce. Le sang rendit le métal glissant. Il l'essuya sur sa combinaison et reprit. Il lui fallut environ 8 minutes pour obtenir l'angle parfait. Ce Z servirait de tendeur en ligne, ajoutant juste ce qu'il faut de précharge pour effacer le jeu. La pose, elle, fut plus délicate. La poutre offrait peu d'espace. Une main au travail, l'autre à tenir la lampe, le faisceau dansait. Les ombres sautaient d'une poulie à l'autre. Son épaule se coinça contre la structure, une arête vive lui entama l'avant-bras. La sueur coulait dans son dos malgré la fraîcheur nocturne. Il désaccoupla au niveau de la chape. Ses doigts s'en mêlèrent sur la goupille. Elle tomba. Petit bruit sourd quelque part dans la poutre. 5 longues minutes à la chercher à tâtons dans le noir. Tout ce temps, son cœur cognait. Si l'ingénieur le surprenait à modifier un système de commande sans autorisation, c'était le conseil de discipline assuré, peut-être pire. Mais si rien ne changeait, et n'aurait pas sa chance. McKenna inséra le tendeur en corde à piano entre l'extrémité du câble et la poulie, puis rebrancha. L'ajustement était serré. Il dut forcer la goupille à travers. Quand elle siégea enfin, il testa la tension à la main. Plus de jeu. La gouverne répondait immédiatement. Parfait. Il referma la trappe, rangea l'outillage, essuya le sang et la graisse, puis quitta le hangar vers 1h15. La nuit tropicale restait lourde et immobile. Au loin, un grondement de moteur, sans doute des visiteurs nocturnes. Son estomac se noua. Il venait de toucher au système de commande, avec une pièce non standard, en enfreignant une bonne douzaine de règles. Si la modification cédait en vol, Etombré et McKenna porteraient ce fardeau. Si elle tenait, et aurait peut-être une fenêtre de survie. McKenna gagna sa paillasse, il ne dormit pas, fixant le plafond jusqu'à l'aube. À 6h30, il rejoignit le tarmac, observa l'équipe avitailler et armer l'avion de haie, le vit partir au briefing, puis s'installer dans le cockpit. À 7h42, le Lightning prit l'air. Depuis la bande, McKenna suivit du regard la montée vers le ciel clair. L'appareil se mit en formation avec 16 autres et fila vers le nord-ouest. Il ne restait qu'à attendre. Le contact se produisit un peu plus tard. La section de F4 Lightning accrocha un groupe adverse au-dessus du soleil du matin dans le dos offrait un angle idéal pour une attaque en piqué. Et volait en 3e position. L'ordre de « plongeons » claqua. Ils basculèrent. Et choisit un appareil en queue de formation. Il plongea depuis le haut, la vitesse montant jusqu'à environ 380 000 à l'heure. Dans la visée, la cocarde au soleil levant se détaillait. La silhouette du pilote se devinait sous la verrière. Il pressa la détente. L'armement embarqué tonna, les traçantes filèrent. La plupart passèrent, quelques impacts jaillirent sur l'aile adverse. Insuffisant. L'appareil bascula à droite et piqua. Et roula pour suivre. C'est là qu'il le sentit, réponse immédiate. Plus de retard, plus d'inertie parasite. Le manche bougeait, l'aile répondait. Jamais son Lightning n'avait obéi ainsi. Il passa 90 degrés en un clin d'œil, abaissa le nez, retrouva sa cible dans le collimateur. Courte rafale de 3 secondes. Les impacts remontèrent le fuselage, de l'arrière vers l'avant. Le moteur s'arrêta net, des débris s'arrachèrent, l'avion bascula sur le dos et chuta vers la jungle, traçant une fumée sombre.
Première mise hors de combat, pas le temps de souffler. Son ailier signala des appareils en piqué depuis le haut. Elle leva les yeux, 3 formes arrivaient, rapides. Ils avaient vu la scène et voulaient riposter. Plein gaz, il commença à grimper, mais l'adversaire gagnait plus vite en plongée. Dans quelques secondes, il serait sur lui. La seule option, renverser et se battre. Tout son entraînement lui hurlait de continuer la montée, de fuir. Mais suivre la ligne, aujourd'hui, c'était se condamner. Il bascula franchement à gauche et tira. Le Lightning claqua autour de l'axe comme jamais. Le nez passa l'horizon, le leader adverse, surpris par une inversion si rapide, se retrouva exposé. Et prit l'avance, pressa, toucha à l'emplanture gauche. L'aile céda. L'appareil bascula. 2 appareils neutralisés en 30 secondes. Les 2 restants tentèrent des ciseaux, alternant les renversements pour provoquer le dépassement. Et resta collé au rythme. À chaque changement de sens, son Lightning s'inscrivait instantanément en virage. Pas de délai, pas de lutte contre la commande, l'avion faisait exactement ce qu'il demandait, à l'instant où il le demandait. La sensation était celle d'un autre appareil, comme si on avait ôté des poids invisibles du circuit de commande. L'un des 2 adversaires fit une erreur, renversement trop appuyé, vitesse trop basse. Et rentra à l'intérieur de sa courbe. Distance très courte, 200 pieds à peine. Il pressa. Impossible de manquer. L'appareil se désagrégea, des morceaux passèrent devant la verrière. Le Lightning vibra quand un débris heurta la poutre droite. 3 mises hors de combat. Le dernier décrocha. Et ne poursuivit pas, carburant et munitions fondaient. Il remonta, rallia les survivants de sa section et mit le cap retour. L'ensemble n'avait duré que quelques minutes. À l'atterrissage, sur la bande de Dobodura, McKenna l'attendait. Et coupa, descendit du cockpit, les mains tremblantes, la combinaison détrempée. Il marcha droit sur McKenna et prononça 2 mots, ça marche. Sans qu'il le sache, plusieurs témoins en altitude avaient suivi toute la scène. Le capitaine Frank Mitchell, chef de vol au 475e groupe, observait depuis le 15 000 pieds. Le rapport officiel conclut à une « erreur en manœuvre défensive ». Pourtant, ce matin-là, McKenna avait passé au peigne fin l'appareil de Parker, calage moteur irréprochable, gouverne réglé au millimètre, tension des câbles conforme. La machine était saine. Parker, lui, ne revint pas. Et McKenna savait pourquoi. Cette micro-latence dans les commandes, ce minuscule jeu que le manuel jugeait tolérable, avait condamné Parker, comme elle l'avait fait pour Morrison, Chen et 14 autres. Le plus dur, c'était l'odeur. À chaque aube, dans l'air de maintenance, les effluves de carburant aviation, de métal chauffé et de fluide hydraulique emplissaient l'air. C'était le parfum des appareils sur le point de partir. Certains rentreraient, d'autres non. Et, le lendemain encore, McKenna se tiendrait là, respirant les mêmes effluves, révisant d'autres avions, regardant d'autres pilotes marcher vers des machines qui ne répondraient pas toujours assez vite pour les protéger. Le soir du 16 août, et entra à l'atelier et trouva McKenna penché sur son Lightning. Il demanda s'il existait la moindre façon de rendre le roulis plus vif. N'importe laquelle. Réglementaire ou pas, peu lui importait, il voulait une chance. McKenna lut dans ses yeux la peur, l'épuisement et la lucidité d'un jeune homme qui avait compris qu'il n'aurait plus beaucoup de lendemain si rien ne changeait. Il lui dit de revenir au matin. Il verrait ce qu'il pouvait faire. Cette nuit-là, McKenna travailla seul. Après 23 heures, le hangar était silencieux. On n'entendait plus que le grondement lointain des groupes électrogènes et le bourdonnement des insectes contre les néons. L'air mêlait l'odeur d'huile et l'humidité tropicale. Il ôta la trappe d'inspection de la poutre gauche du Lightning de haie. La tôle gardait la chaleur du jour. À l'intérieur, le câble d'aileron cheminait au fil de poulie vers l'empennage. McKenna le saisit à 2 mains. Le jeu se sentait. Environ 3/8 de pouce avant que la tension ne prenne. Les paumes grasses, les doigts endoloris par une journée entière de mécanique, il percevait nettement ce flottement. C'était anormal. Il en était sûr. La corde à piano provenait d'un Lightning réformé 2 semaines plus tôt après une sortie de piste. L'avion était parti à la casse, mais McKenna en avait sauvé quelques pièces, dont un tronçon d'environ 6 pouces de corde à piano à haute résistance issu du système de compensation de direction. Il l'avait gardé sans trop savoir pourquoi. Il venait d'en trouver l'usage. Assis sur le sol, il prit une pince et façonna un Z.
Le métal rigide résistait, 2 fois la pince glissa, à la seconde il se coupa le pouce. Le sang rendit le fil glissant. Il l'essuya sur sa combinaison et reprit. Il lui fallut environ 8 minutes pour obtenir l'angle parfait. Ce Z servirait de tendeur en ligne, ajoutant juste la précharge nécessaire pour supprimer le jeu. La pose fut plus délicate. La poutre offrait peu d'espace. Une main à l'ouvrage, l'autre tenant la lampe, le faisceau dansait. Les ombres bondissaient sur le circuit de poulie. Son épaule se coinça contre la structure, une arête vive lui entama l'avant-bras. La sueur coulait malgré la nuit. Il désaccoupla au niveau de la chape. Ses doigts s'en mêlèrent sur la goupille. Elle tomba. Un petit bruit sourd résonna dans la poutre. 5 longues minutes à fouiller à tâtons pour la retrouver. Tout ce temps, son cœur cognait. S'il était surpris à modifier un système de commande sans autorisation, le conseil de discipline était assuré, et pire encore. Mais si rien ne changeait, et n'aurait pas sa chance. McKenna inséra le tendeur en corde à piano entre l'extrémité du câble et la poulie, puis rebrancha. L'ajustement était serré. Il dut forcer la goupille. Lorsqu'elle se logea enfin, il testa la tension à la main, plus de jeu. La gouverne réagit aussitôt. Parfait. Il referma la trappe, rangea l'outillage, essuya le sang et la graisse, puis quitta le hangar vers 1h15. La nuit tropicale était lourde et immobile. Au loin, un grondement de moteur, sans doute des visiteurs nocturnes. Son estomac se noua. Il venait de toucher aux commandes de vol avec une pièce non standard, en enfreignant une bonne douzaine de règles. Si la modification cédait en l'air, et tomberait et McKenna porterait ce poids. Si elle tenait, et gagnerait peut-être cette mince fenêtre de survie. McKenna gagna sa paillasse, il ne dormit pas, fixant le plafond jusqu'à l'aube. À 6h30, il rejoignit le tarmac, observa le ravitaillement et l'armement de l'avion de Hay, le vit partir au briefing, puis s'installer dans le cockpit. À 7h42, le Lightning prit l'air. Depuis la bande, McKenna suivit la montée vers le ciel clair. L'appareil se mit en formation avec 16 autres et fila vers le nord-ouest. Il ne restait qu'à attendre. Le contact survint un peu plus tard, la section de F4 Lightning accrocha un gros groupe au-dessus du golfe de Lyon, vers 13 000 pieds. Le soleil du matin dans le dos offrait un angle idéal pour une attaque en piqué. Et volait en 3e position. L'ordre de basculer tomba. Ils plongèrent. Et choisit un appareil à l'arrière de la formation. Il piqua depuis le haut, la vitesse montant jusqu'à environ 380 000 à l'heure. Dans la visée, l'emblème se détaillait sur le fuselage. La silhouette du pilote se devinait sous la verrière. Il pressa la détente. L'armement embarqué tonna, les traçantes filèrent. La plupart passèrent, quelques impacts jaillirent sur l'aile adverse. Insuffisant. L'appareil bascula à droite et piqua. Et roula pour suivre, et là, révélation, réponse immédiate. Plus de décalage, plus d'inertie parasite. Le manche bougeait, l'aile obéissait. Jamais son Lightning n'avait réagi ainsi. Il passa 90 degrés en un clin d'œil, abaissa le nez, retrouva sa cible dans le collimateur. Courte rafale d'environ 3 secondes. Les impacts remontèrent le fuselage de l'arrière vers l'avant. Le moteur s'arrêta, des débris s'arrachèrent, l'appareil bascula et descendit vers la jungle, traçant une fumée sombre. Première mise hors de combat, pas de temps pour souffler. Son ailier signala des appareils en piqué depuis le haut. Elle leva les yeux, 3 formes fonçaient. Ils avaient vu la scène et cherchaient à riposter. Plein gaz, il commença à grimper, mais l'adversaire gagnait plus vite en plongée. Dans quelques secondes, il serait sur lui. La seule option, inverser et se battre. Tout son entraînement lui hurlait de poursuivre la montée, de fuir. Mais suivre le manuel, ce jour-là, c'était se condamner. Il bascula franchement à gauche et tira. Le Lightning tourna autour de l'axe comme jamais. Le nez passa l'horizon, le leader d'en face, surpris par une inversion si rapide, se retrouva exposé. Et prit l'avance, appuya, toucha à l'emplanture gauche. L'aile céda. L'appareil bascula. 2 neutralisations en 30 secondes. Les 2 restants tentèrent des ciseaux, alternant les renversements pour provoquer le dépassement. Et resta collé au tempo. À chaque changement de sens, son Lightning s'inscrivait instantanément en virage. Pas de délai, pas de lutte contre la commande,
l'avion exécutait exactement La ce qu'il sensation demandait était celle d'une au machine moment où il le différente, demandait, comme si l'on avait retiré des poids invisibles du circuit de commande. L'un des deux adversaires se trompa, renversement trop appuyé, vitesse perdue. Et entra à l'intérieur de sa courbe. Distance infime à environ 200 pieds. Il pressa. Impossible de rater. L'appareil se désagrégea, des morceaux passèrent devant la verrière. Le Lightning vibra lorsqu'un débris heurta la poutre droite. 3 mis hors de combat. Le dernier décrocha. Et ne poursuivit pas, carburant et munitions fondaient. Il remonta, rallia les survivants de sa section et prit le chemin du retour. Le tout n'avait duré que quelques minutes. À l'atterrissage, sur la bande de Dobodura, McKenna l'attendait. Écoupa, descendit du cockpit, les mains tremblantes, la combinaison trempait. Il marcha droit sur McKenna et dit 2 mots, ça marche. Sans qu'il le sache, plusieurs témoins en altitude avaient suivi toute la scène. Le capitaine Frank Mitchell, chef de vol au 475e groupe, observait depuis 15 000 pieds.